au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses à 2 ou plus, qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Gwenaëlle Perron. Et moi, Sabina Pinzan. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors, on va commencer cet épisode en remerciant les personnes qui nous ont donné des pistes de cours en ligne en français à la suite du dernier épisode qu'on a fait. Donc, il y avait Françoise et puis... Il y avait Yasmine et Françoise, voilà, qui toutes les deux nous ont donné des pistes. Donc, Yasmine nous parle de Lily Flore, qui est une artiste québécoise. Ouais. Et qui propose des cours en ligne, notamment un programme qui s'appelle développement de créativité. Elle a suivi ce cours et elle a trouvé bien au niveau rapport qualité-prix, donc elle le recommande vivement. Françoise nous donne différentes adresses, donc au niveau francophone, donc c'est très bien. Elle nous parle de René Milone ou Sylvain Loisan, qui ont tous les deux des chaînes YouTube et qui proposent des cours assez accessibles et qui sont plutôt axés sur la peinture figurative. Elle propose aussi Gomme de crayon, qui a également une chaîne YouTube, et un cours en ligne en acrylique et aquarelle. Elle mentionne également Skillshare, qui propose aussi, ou quelques artistes proposent des cours en français. Et finalement, elle mentionne aussi Barbara Luel. Elle dit c'est une merveilleuse aquarelliste qui propose des cours axés sur le dessin et la méthode de Betty Edwards. Voilà. Donc, c'est pas mal d'adresses. Françoise nous a laissé son commentaire sur ta chaîne YouTube. Ouais. Et elle fait partie de mon groupe Facebook, Françoise, et c'est vrai qu'elle aime beaucoup l'aquarelle. D'accord. Elle s'y connaît bien, donc ouais. Et puis Yasmine nous a contacté directement pour nous dire, donc on les remercie toutes les deux. Ouais. Et je sais pas, on peut peut-être mettre l'information quelque part. Bon, on pourra la mettre peut-être sur la description du podcast sur les cours en ligne, par exemple. Ouais, on va les rajouter dans le descriptif du cours. Ouais. Voilà, comme ça, vous aurez quelques adresses en français. Exactement. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, on a choisi de parler des vocations contrariées, c'est-à-dire de toutes ces personnes qui désirent devenir artistes quand elles sont jeunes et à qui la vie ou les parents dit non. Et donc, on a eu envie de se pencher sur ces cas-là et sur ce qui se passe quand on a ce désir de créer et qu'on ne peut pas le faire. Et moi, j'ai fait un appel à témoignages sur mon groupe Facebook. Et donc, on a reçu quatre témoignages de Céline, Brigitte, Claire et Marie-Luce. Et donc, on les remercie parce que c'est pas évident, forcément, de parler de son parcours et de parler aussi des épreuves qu'on a pu traverser à cause de ça. Et donc, leurs témoignages ont nourri un peu notre réflexion aussi par rapport à ça. Et puis, nous deux, on a ce vécu-là aussi, d'avoir désiré faire des études d'art ou de se lancer dans l'art et d'avoir eu des parents qui ont dit pas question. Voilà. Et donc, on a cette expérience-là aussi, donc on va pouvoir en parler. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a frappée au départ dans les différents témoignages qu'on a pu recueillir, c'est qu'on distingue quand même des points communs, en fait. Points communs dans lesquels je me suis retrouvée. Je ne sais pas si toi, tu t'es retrouvée dans certains aussi. Tout d'abord, une sensibilité, voire une hypersensibilité. Et ça, c'est Marie-Luce qui le dit, qui dit « J'étais une enfant hyper active et hypersensible. Ma maman me supportait difficilement dans ce feu créatif, en fait. » Et ça, c'est quelque chose qui revient, alors pas seulement dans ces témoignages-là, mais les personnes avec qui j'ai pu discuter de ça, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement, cette frustration qu'on a connue de ne pas pouvoir aller dans la création et dans l'art, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent chez les femmes. Et donc cette sensibilité et cette hypersensibilité, c'est quelque chose qui revient et qui, je pense, est vraiment un trait commun à beaucoup d'artistes, en fait, ce qui est un peu logique aussi. Après, on remarque aussi qu'il y a souvent un don pour le dessin, pour la peinture. Ça, c'est Céline, par exemple, qui dit « Je fais partie des personnes qui avaient très jeune une appétence pour la peinture et le dessin. » Brigitte aussi, elle dit « J'étais très bonne en dessin et en peinture. » Et donc, il y a souvent ce don qui est aussi à l'origine de cette envie ensuite d'aller vers quelque chose de créatif. On remarque aussi que pour toutes
et je pense que c'était aussi sans doute valable pour toi comme c'était valable pour moi, c'est que le fait d'être dans un moment de création, ça fait comme une bulle d'oxygène, ça fait comme un refuge par rapport à des situations familiales parfois difficiles ou à des situations scolaires qui peuvent être difficiles aussi. Je ne sais pas si tu as ressenti ça comme ça aussi. Oui, c'est vrai, c'est une soupape. On crée un moment, un espace pour soi et ça nous permet, enfin, quand on est vraiment concentré, on oublie un peu ce qui se passe autour. Hein. C'est une forme c'est presque méditatif, l'acte de créer. Donc oui, tout à fait, je rejoins entièrement. Moi, mon explication, elle est venue après, quand j'ai découvert le travail de je crois que c'est un psychiatre, ou je sais plus ce qu'il est exactement, avec ce nom imprononçable, qui a travaillé sur la notion de flow, en fait. Ouais. Et j'ai compris, en fait, a posteriori, que pourquoi j'aimais autant le dessin, la peinture et tout ça, c'est parce que ça me mettait dans cet état de flow qui me coupait complètement de la situation que je pouvais vivre à ce moment-là, à l'école, dans la famille et tout, qui me permettait vraiment d'entrer dans une bulle et de m'y sentir bien surtout. Parce que cet état de flow, c'est quelque chose qu'on finit par rechercher parce qu'on se sent vraiment bien, on se sent à sa place, on se sent vraiment en accord avec ce qu'on est en train de faire. Et je pense que ça a vraiment un effet aussi au niveau du psychisme et tout ça. Et les enfants, eux, ils vont très naturellement dans cet état-là. Ils arrivent à trouver très facilement à travers le jeu, à travers le dessin. Ils se mettent très facilement dans cet état de flow, justement. C'est une espèce de auto-hypnose, méditation. Et les adultes, ils ont un peu plus de mal. Donc, c'est vrai que les personnes qui commencent à peindre plus tard dans la vie, elles découvrent ça. Elles découvrent une manière de se mettre dans cet état-là. Et quand on découvre ça, c'est vraiment... Quand on est au collège, moi, c'est quand j'étais au collège que j'ai commencé à vraiment apprécier ça, en fait. Mais c'est vrai. Et alors, ce que je remarque aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi un sentiment de décalage par rapport aux autres, de ne pas se sentir vraiment à sa place, tu vois. Et le fait de se sentir bon en peinture ou en dessin, c'est quelque chose qui permet de compenser un peu ça, ou au moins de trouver un espace où on peut être soi-même, et on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, en fait. Et ça a un côté aussi très, très rassurant. Et donc, c'est un peu les points communs que j'ai remarqué à travers ces différents témoignages. Ouais, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Moi, je me souviens que j'ai vraiment commencé à aimer la peinture, le dessin, quand je suis arrivée aux États-Unis. J'avais 14 ans à l'époque et je ne parlais pas anglais. Et donc, j'étais à l'école et j'avais tous mes cours en anglais, mais évidemment, j'avais beaucoup de mal à suivre et j'avais beaucoup de mal à interagir avec les autres enfants. Et mon cours d'art, alors j'ai eu la grande chance d'avoir un prof d'art plastique qui était juste génial. En plus, il était allemand, donc il comprenait un peu la difficulté de quelqu'un qui s'installe dans un pays étranger. Et lui, il m'a beaucoup encouragée. Et c'est vrai que ce cours, quand j'étais dans ce cours, j'étais peut-être pas plus douée que les autres, mais en tous les cas, je m'y donnais à fond et j'avais pas besoin de m'exprimer verbalement. Je pouvais juste, à travers l'art, exprimer quelque chose, représenter quelque chose. Et pour moi, c'était vraiment un échappatoire, ce cours. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est... Oui, il y a sans doute cette dimension-là aussi de capacité d'expression qui peut pas passer par des mots, qui peut pas passer par des paroles. Quelquefois, dans les familles, tu peux pas exprimer vraiment qui tu es. Ouais. Et effectivement, l'art permet de ce déboucher-là, en fait, de cette partie de toi que tu peux pas dire aux autres, et bien grâce à l'art, tu peux la laisser vivre. Et donc, on remarque que dans la plupart des cas, pas tous, mais souvent, on découvre, comme tu le dis, au collège, ce goût et ce don pour la peinture qu'on entretient grâce aux cours qu'on peut avoir à l'école, notamment, et qu'on peut avoir jusqu'à la fin du lycée. Et puis, quand vient l'heure de faire des études, de continuer son parcours, c'est là qu'on est parfois encouragé, comme Brigitte le dit. Elle dit ma prof de dessin a conseillé à mon père une orientation vers les beaux-arts. Donc, ça, c'est pas rien quand même, la vie d'un prof. Ouais. Mais évidemment, la plupart des parents, face à ce genre de suggestions, sont très frileux. Ils ont peur. Souvent, ils ont peur. Je pense qu'il y a une incompréhension aussi de ce qui est le parcours artistique. Au-delà de l'école des beaux-arts,
on peut après s'orienter sur différents métiers. On n'est pas obligé de faire juste de la sculpture ou de la peinture ou même jouer un instrument. Il y a plein de débouchés dans le monde artistique. On peut très bien se retrouver dans une entreprise à faire des illustrations. On peut aller dans l'enseignement à tous les niveaux, pour les petits, pour les grands, dans des écoles privées. Donc on peut être restaurateur, on peut travailler dans un musée, dans une galerie. Il y a plein de débouchés. Oui, c'est très réducteur de dire qu'il n'y a pas d'avenir dans ce domaine-là, en fin de compte. Et Brigitte dit donc que son prof de dessin a conseillé d'aller vers les beaux-arts, et son père et son grand-père ont décidé que non. Et elle dit, pas d'avenir pour moi, et j'étais bien trop jeune pour me rendre compte de l'enjeu. Ma mère n'en a rien su, je pense. J'étais déjà en souffrance à cause de mon enfance difficile, et je continuais d'aimer à dessiner. Et donc voilà, il y a cette espèce de couperet qui tombe d'un non ferme et définitif. Il n'y a même pas de discussion possible. Et donc quelqu'un décide à notre place de ce qui est bon pour nous, de ce qu'on peut faire ou pas faire. Il y a Marie-Luce aussi qui explique qu'elle voulait aller vers les arts déco. Et sa mère, un nom sec et sonnant de ma maman, on ne gagne pas sa vie en étant artiste, et tu es doué, alors tu vas poursuivre tes études en commercial ou au collège. C'est terrible. C'est terrible quand on y pense, parce que je pense que quand on est jeune, on a la prescience à quel point c'est important pour nous, cette créativité, mais on n'est pas capable de l'exprimer, et on n'est pas forcément capable de se faire l'avocat de ça non plus, et de plaider sa cause, en fait. Et on remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui, surtout au moins jusqu'à notre génération, après les générations les plus jeunes, on peut pas dire, parce qu'on ne sait pas forcément comment ça se passe, mais on avait quand même des parents qui étaient vraiment pas à l'écoute, et qui décidaient comme ça, du jour au lendemain, de ce qu'on devait faire ou pas faire. Moi, je sais que mon père m'a inscrite dans une école sans même me demander mon avis, quoi. Ah ouais. Ah bah oui. Ah d'accord. Tu vois ? Donc, c'est fou de penser à ça, quoi. Alors que tu arrives quand même quasiment à la majorité, 18 ans, 17, 18 ans. Donc, tu commences à quand même être un petit peu capable de réfléchir par toi-même. Et donc, bah oui, c'est terrible, quoi. Alors, il y a un autre témoignage qui est celui de Claire, où là, la situation a été un peu différente. Parce que Claire, elle a commencé aux Beaux-Arts de Brest, en fait. Et donc, elle dit, mon état d'esprit était joyeux, je pouvais enfin jouer un encadrement de professeurs, d'artistes, qui allait m'apprendre ce qui était pour moi ma raison de vivre, l'art sous toutes ses formes, en fait. Et elle dit qu'au début de la 2e année, alors qu'elle avançait bien sur son chemin de création avec les encouragements des professeurs, tout a basculé, et elle est partie en aide humanitaire pendant 1 an. Et en fait, moi je l'ai compris comme ça, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que soudain, d'après ce qu'elle dit, c'est que son éducation religieuse l'a amenée à croire que peut-être ses buts n'étaient pas suffisants ou assez valables ou assez nobles, et qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose pour les autres. Pour les autres, et que donc elle a sacrifié en fin de compte ce qu'elle avait commencé à faire et ses études qu'elle avait commencé à faire aux Beaux-Arts. Elle dit « J'ai abandonné les Beaux-Arts pour sauver la planète. » Et mon éducation religieuse a enfoui à jamais ma créativité. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. Heureusement, par la suite, elle a pu retrouver une forme de créativité dans sa vie. Mais c'est vrai que cette notion que l'art n'est pas lucratif, qu'on ne peut pas trouver son métier dans ce domaine-là, que c'est pas valable, que c'est un truc je sais pas, de gens pas sérieux. Enfin, il y a toute cette espèce d'imaginaire là qui traîne encore aujourd'hui. Alors, il y a une part de vérité. Je pense que réussir sa vie et surtout financièrement réussir à s'en sortir dans l'art, selon le chemin qu'on choisit, ça peut être difficile. Et je pense que souvent, les parents, c'est pas de la malveillance. C'est juste la peur. Ils ont juste peur que leurs enfants vont pas s'en sortir. Oui, donc, souvent c'est ça. Mais il peut y avoir une forme de maltraitance aussi dans le fait de pas écouter. Oui, c'est là où ça devient compliqué. C'est comme on a dans ces témoignages et comme je l'ai vécu également, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'échange.
Et donc, évidemment, quand il n'y a pas d'échange, c'est encore plus blessant. Ben, on t'impose quelque chose, on te contraint à quelque chose. Et c'est Céline qui le dit. Elle dit, tu veux peut-être lire ce qu'elle a dit sur son mal-être, en fait. Donc elle avait envie de faire des études d'art, et puis elle a continué à dessiner en autodidacte, et après, prise dans le tourbillon de la vie, le travail, les enfants à la maison, elle a mis ça de côté, jusqu'au moment... un mal-être est venu, un véritable burn-out en fait. En me faisant le bilan de ce qui allait et n'allait pas, la lumière fut mise sur cette pratique créative qui est une vraie bulle de respiration pour moi. Ça fait partie de mes tripes. Et de m'en être éloignée, coupé un moment, m'a coupé de mon élan vital. C'est fort, hein. Ouais, c'est très fort. On sent... Moi, vraiment, ce qui me frappe dans tous ces témoignages, c'est la souffrance derrière ça, quoi. Ouais. La souffrance très, très forte, à la fois psychique et physique parfois, parce que on sait... Dans le témoignage de Marie-Luce, qui a quand même eu des problèmes de santé assez graves, alors on ne peut pas dire que c'est lié à ça, mais on ne peut pas s'empêcher de penser quand même que le corps parfois somatise aussi. Toutes ces douleurs qui ne peuvent pas être formulées, toute cette frustration, toute cette souffrance qui est générée par ça. Et c'est vrai que ce n'est pas les seules personnes qui m'en ont parlé, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve aussi, parce que je crois qu'on a une part de soi qu'on ne peut pas exprimer, qu'on est obligé d'écraser complètement, qui ne trouve pas sa place, et c'est typiquement quelque chose qui peut rendre malade, quoi, en fait. Oui, et puis cette frustration, elle nous accompagne après tout au long de notre vie. C'est comme s'il y avait quelque chose... l'art, l'envie de créer, elle reste un peu enfuie, et de temps en temps, il y a un petit truc qui nous repousse vers la création. Donc on se remet peut-être un peu à dessiner, ou on fait un petit cours par-ci, un petit cours par-là. On se dit tiens, je vais aller voir une expo, et on se nourrit de petites choses, mais c'est pas suffisant. On reste quand même dans cette souffrance. C'est ça en fait. Tout au long de notre vie, on est accompagné par la lourdeur de ces décisions qui a été prise pour nous, et qui nous empêche de vivre notre vie comme on le souhaite. Parce que il est vrai que quand on choisit de faire un parcours artistique et de vivre d'art, de création, on ne vit pas comme les autres. Ouais. C'est être artiste, être créateur, ça occupe toute notre vie. C'est un choix de vie, c'est la vraiment... nuit, notre manière d'aborder les autres, notre manière de voir notre environnement, d'observer les choses. Et comme tu disais justement, il y a cette hypersensibilité. Donc c'est d'être artiste, c'est vraiment quelque chose qu'on respire, qu'on transpire. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous. Et lorsqu'on sait que c'est ça qu'on veut faire, mais qu'on nous en empêche, ça veut dire qu'on doit vivre une vie qui ne nous correspond pas du tout. Exactement. Tout autre métier ne va pas correspondre à ça. L'art, c'est vraiment très particulier. Parce que je m'étais posé la question, je me suis dit, ok, vocation contrariée, ça peut être aussi peut-être dans d'autres domaines. Il arrive parfois qu'on demande aux parents de faire, je sais pas, une école de médecine, et puis on dit aussi que tous les métiers de santé, c'est des métiers de vocation. Il faut avoir une vocation à la base. Et je me suis dit, est-ce que dans ces cas-là, si ça se passe dans ce contexte-là, que les parents te disent non, tu ne peux pas faire l'école de médecine, est-ce que tu vas souffrir autant que quelqu'un qui avait vocation de faire un parcours artistique? Et là, je me pose la question et je me dis peut-être pas, peut-être que c'est pas tout à fait la même chose. Parce que là, c'est vraiment quelque chose, comme le disait, je ne sais plus qui c'était, Céline ou je ne sais plus qui, ça vient des tripes. C'est vraiment, c'est Céline, Oui, c'est en toi et tu peux pas forcément l'expliquer en fait. Ouais. C'est une manière d'être que tu sens, et surtout quand tu es jeune, tu sens ça en toi, mais tu peux pas mettre de mots dessus, tu peux pas l'expliquer. C'est quelque chose d'assez quand même particulier, quoi. T'as pas forcément des modèles autour de toi, des gens non plus qui peuvent te permettre de t'appuyer dessus en disant moi j'ai envie de vivre comme telle personne. Et comme tu prenais la comparaison avec les médecins,
je vois pas beaucoup de parents qui interdiraient à leurs enfants de devenir médecin parce que c'est prestigieux, parce qu'on gagne bien sa vie, parce que tu vois, c'est très reconnu socialement. C'est pas du tout la même image. Alors après, on peut ne pas pouvoir le faire parce qu'on n'a pas les capacités, effectivement, ou qu'on n'est pas on vient pas de la bonne famille, on n'est pas dans un milieu social qui permet ça. Et effectivement, ça peut engendrer de la frustration. Et voilà, je sais pas, je sais pas si on peut comparer, mais de toute façon, si tu sens en toi un appel vers quelque chose et que cet appel, tu peux pas aller vers lui et que tu peux pas le réaliser, forcément, tu ressens de la souffrance, tu ressens de la frustration, et comme tu dis, tu vis. Moi, c'est ce que je notais, j'ai mis, on s'égare, on fait des choses, mais rien qui nous donne vraiment satisfaction non plus, tu vois. Toi, tu as pu faire un métier pendant des années qui peut-être ne te satisfaisait pas en fin de compte et ne t'apportait pas ce que l'art aurait pu t'apporter. Et donc tu te sens obligé, tous les matins, tu te sens obligé d'aller faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour moi. Donc arrivé à 18 ans, il fallait faire le choix sur l'orientation à la fac, à l'université. Donc j'ai exprimé mon envie de faire l'école des beaux-arts. Et mon père m'a dit non, il n'y a pas eu vraiment de discussion, d'échange sur le sujet. Et il m'a dit, et en plus, il m'a dit, tu n'iras pas dans n'importe quelle université, tu iras dans l'université qui est la plus proche de chez nous, parce que je veux que tu restes à la maison. Ah oui, d'accord. Voilà, donc, ça mettait beaucoup de contraintes, du coup. Là. Ouais. Donc, j'ai dû rester à la maison, et cette école-là, cette université-là, qui est aux États-Unis, avait 2 programmes importants, un programme en business, en management, et un programme, une école des beaux-arts. Et l'école des beaux-arts, elle était relativement réputée aux États-Unis. Et évidemment, moi, j'aurais aimé faire ça. Voilà, j'ai pas pu, donc j'ai dû faire l'autre programme. J'ai fait du business administration. Et déjà pendant les études, j'avais pas envie. Pour moi, me lever le matin pour étudier et suivre ces cours, c'était une souffrance. J'ai souffert à travers toutes mes études. Et je souffert tellement que je voulais vite que ça s'arrête. Donc 6 ans d'études, je les ai fait en 4 ans et demi. Je faisais des cours d'été, je surchargeais tous mes semestres avec beaucoup trop de cours. J'ai bien réussi mes études, mais j'avais juste hâte que ça se termine et que je puisse enfin quitter la maison et être indépendante financièrement. Mais malgré ça, même après avoir eu mon diplôme, cette souffrance que j'avais eue de mon cœur brisé parce que je n'avais pas pu suivre mes études d'art, c'est resté. Je porte ça en moi encore aujourd'hui. Ah oui, mais c'est terrible cette douleur qu'on ressent. Alors moi, c'est pas tout à fait la même chose, mais moi j'ai fait des études aussi assez longues. J'étais censée travailler en entreprise, je me suis jamais plu en entreprise. Donc je ne suis pas restée, mais j'ai fait plein de trucs, mais qui duraient soit pas longtemps, soit qui ne me plaisaient pas. Et donc j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à faire la toupie. Oui, tu papillonnes. C'est ça, tu papillonnes. De trouver quelque chose qui va remplacer. Voilà, qui va être plus... Alors donc je me suis lancée dans l'écriture, c'était aussi... impossible parce que si t'as pas de réseau, si t'es pas connu, c'est très difficile de percer. J'ai essayé différentes choses et donc aujourd'hui, quelquefois je me dis mais j'ai perdu mon temps aussi de la même façon. Tu vois, je suis passée. En fait, alors moi après. De mon côté, s'ajoute à ça des histoires d'éducation familiale et de comportement des parents qui ont fait que je ne pouvais pas être moi-même non plus. Donc c'était un peu la double peine. Je ne pouvais pas être moi-même, je ne pouvais pas faire ce que j'avais envie de faire. Mais j'ai vraiment cette impression d'avoir marché un peu à côté de ma vie, quoi, tu vois. Alors, j'étais pas malheureuse parce que j'étais en couple avec quelqu'un qui était très respectueux et qu'on s'aime et on fait plein de choses ensemble. Enfin, il y avait cette complicité, le fait d'avoir des enfants, voilà, donc tu te dis, bon, j'ai pas perdu mon temps, j'ai pas perdu ma vie, mais t'as quand même ce sentiment d'incomplétude, en fait. D'incomplétude et de pas avoir pu être toi, de pas avoir pu t'accomplir, en fait, dans ce que tu pouvais faire. Mais alors, heureusement, ce qu'on constate aussi dans tous ces témoignages qu'on a eus,
c'est que la créativité, quand elle est en nous, elle est un peu comme de l'eau en fait. Hein. Elle finit par retrouver son chemin, tu vois. L'eau, elle finit toujours par couler. Ouais. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, on trouve des petites choses à faire. Alors moi, je me souviens par exemple que quand j'avais des amis à dîner, j'allais aller chercher des galets, j'allais décorer les galets, décorer la table. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Parce que tu as besoin de cette créativité-là, tu as besoin qu'elle sorte d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans tous les témoignages, on voit que les personnes ont pu revenir à un moment ou à un autre vers la création, et c'est aussi notre cas, puisque sinon on ne serait pas là à parler de tout ça aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça revient souvent à un moment de la retraite, hein, où quand on finalement quand les enfants tourne quittent, la page, voilà. Quand les enfants quittent la maison, ou quand on arrive à l'âge de la retraite. Où on tourne la page sur notre vie professionnelle, on a l'occasion de repartir sur quelque chose de différent, ce qui est mon cas, parce que je ne suis pas encore à l'âge de la retraite, mais j'ai la possibilité aujourd'hui de faire que ça, faire que de la peinture. Bah oui. C'est Marie-Luce qui dit qu'elle a pu revenir après divers bouleversements dans sa vie. Elle dit « J'ai plongé dans l'aquarelle avec boulimie dans mon coin. Je peignais partout, en week-end, en vacances. Et j'ai pu travailler dans des ateliers de bois, de menuiserie. Feu créatif réactivé. » Et elle a donc... pour elle, c'est à la fois la création et la nature, parce qu'elle dit que la nature est sa médecine aussi. Et après divers événements encore qui sont venus bouleverser sa vie, elle dit « Magie et miracle existent. J'ai pu j'ai pu recontacter ma source jaillissante et créative et intarissable. » Et elle dit « Ça prend beaucoup de place dans mon monde. » Et ça fait plaisir de voir que malgré tout, malgré toutes les embûches, à la fois du non parental, des difficultés liées à la société, à l'éducation, la maladie et tous les obstacles de vie qu'on peut rencontrer, cette créativité, elle finit quand même par retrouver son chemin. Son chemin, oui. Ouais. Et c'est le témoignage de Claire aussi, qui est très intéressant à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu veux le noter, parce que Claire, elle a retrouvé le chemin de la création grâce aux enfants, en fait. Oui, alors qu'est-ce qu'elle nous dit Elle dit pendant 10 ans, je n'ai pas touché un seul pinceau, même pas un crayon de couleur. Petit à petit, je me suis refaite une santé, une vie sociale, je me suis mariée, j'ai travaillé comme assistante maternelle. Et grâce à ce travail, petit à petit, je me suis remise dans le bain de la peinture très timidement, et ceci grâce aux enfants, dont j'avais la garde, des enfants traumatisés, meurtris par la vie. Je leur avais créé un petit coin où ils pouvaient créer librement. C'est à ce moment-là que tout est revenu en moi. L'élan de l'envie de peindre à nouveau a ressurgi. Je n'avais pas fini avec l'art, un nouveau cycle de création m'attendait grâce au travail auprès de ses enfants. Donc c'est une très belle histoire. L'histoire de Claire est très touchante aussi. Ouais. Et donc voilà, il y a la créativité qui retrouve un peu son chemin vers nous, en fait. Il y a aussi des rencontres, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'elles ont rencontré des professeurs ou qu'elles ont pu s'inscrire une fois adultes, une fois débarrassées du joug parental à des cours, et que ça a aussi été une ouverture, une liberté qui tout d'un coup a pu s'exprimer. Donc il y a à la fois cette créativité qui retrouve le chemin, et puis des rencontres qui permettent d'enfin explorer son potentiel, en fait, qui est resté inutilisé, c'est un peu la Belle au bois dormant, en fait, cette histoire. Oui, c'est vrai, ouais. Pour ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai pu me reconnecter à l'art et réintroduire l'art, on va dire, à plein temps dans ma vie tardivement. Ça apporte beaucoup de joie dans ma vie. C'est un grand changement, un changement très important. Il reste toujours ce petit truc qui fait mal. Le fait de ne pas avoir fait le parcours. Et je me pose la question, comment on fait pour se libérer de ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour
pour se dire, bon, oui, c'est arrivé tard, mais au moins c'est arrivé. Oui, déjà on peut Déjà dire parce ça. que c'est vrai qu'il y en a certains qui sont stoppés dans leur élan et puis ils ne reviendront jamais plus parce que la vie ne leur permettra pas, ou peut-être qu'ils ont perdu un peu cette connexion à leur créativité. Mais quand on y revient, voilà, et puis il y a encore un peu ce petit pincement. Je pense qu'il y a un travail sur soi à faire aussi. Oui, il y a un travail d'analyse de toutes les expériences qu'on a faites aussi, qui ne sont pas forcément liées à l'art, mais qui parfois peuvent nous permettre de sauter un peu des étapes aussi. C'est-à-dire que si on avait fait les beaux-arts en étant jeune, on n'aurait pas eu cette maturité qu'on a aujourd'hui, et qui peut-être nous permet de gagner du temps, d'être confronté peut-être à moins de problèmes, de doutes, de manque de confiance en soi, de choses comme ça, parce que tu as pu aussi avoir des expériences avant qui t'ont conforté dans la personne que tu es. Donc voilà, et puis on peut pas savoir, on peut très bien imaginer aussi qu'on ait fait les beaux-arts, que ça nous ait pas plu, ou qu'on n'ait pas trouvé sa place, ou que voilà, et que pour finir on est arrêté et on ait fait autre chose. Ouais. Donc en fait, Mais j'aurais préféré ce parcours. En fait, il vaut mieux pour soi-même le faire, se rendre compte qu'on s'est trompé et changer, que de vivre avec le regret toute sa vie de ne pas avoir pu le faire. Ça, c'est sûr que ce serait beaucoup plus intelligent de la part des parents de dire mon enfant, fais ton expérience, quitte à ce que tu tombes. Je veux dire, quand un enfant apprend à marcher, le parent n'est pas derrière à lui tenir les fesses pour qu'éviter qu'il tombe. Il tombe, et c'est comme ça qu'il apprend l'équilibre. Et dans la vie, c'est comme ça. On tombe, on se trompe, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi. Donc, il vaut mieux laisser les enfants, même si c'est pas rassurant et que ça fait peur en tant que parent, laisser les enfants faire leurs erreurs et puis apprendre comme ça, plutôt que de vouloir absolument les protéger. Mais pour moi, c'est surtout les parents qui se protègent eux-mêmes dans cette histoire en disant non à leurs enfants. C'est surtout pour faire taire leur propre peur, en fait. Oui. Tu vois ? Oui, je pense aussi. Il y a quand même, c'est ça que je trouve toujours un peu égoïste dans la manière dont les parents décident comme ça pour les enfants. C'est qu'en général, ils décident ça pour eux parce que ça les arrange, tu vois. Et c'est un peu ce que dit Marie-Luce quand elle dit que sa mère supportait mal son côté hypersensible et hyperactif. Alors, effectivement, c'est pas facile en tant que parent de supporter ça. Mais disons qu'en tant que parent, tu dois agir pour le bien de ton enfant, pas pour ton propre bien-être. Oui, je pense que notre génération était un peu victime de ce manque d'écoute. Et ça s'est fait au niveau parental. Donc les parents se devaient de décider pour nous. Tu remarques que c'est souvent les pères qui décident et les mères n'ont pas leur mot à dire. Oui, c'est fréquent, ça aussi. C'était fréquent. Ouais. Et en plus de ça, je pense que même à l'école, il n'y avait pas... alors, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je côtoie quand même quelques enfants qui sont encore à l'école. Ils m'expliquent comment ça se passe. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'amélioration par rapport à ça. Je pense que même à l'école, il y a... Peut-être parce que des fois, les classes sont trop nombreuses, les enseignants sont débordés. Voilà, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Mais je pense que même au niveau scolaire, il n'y a pas un accompagnement pour comprendre ce que les enfants aiment, qu'est-ce que les enfants sont capables de faire, vers quoi on peut les accompagner pour qu'ils s'épanouissent pleinement, reconnaître leurs talents, leurs compétences, leurs envies. Oui, des formes d'intelligence, des intelligences différentes en fait. Voilà, et puis après, avoir un dialogue entre les enseignants et les parents pour ensemble, et aussi avec l'enfant, décider, voir quelles sont les possibilités. Je pense que ça a beaucoup manqué pour notre génération. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est oui, les parents, mais aussi, je pense, le système scolaire joue sa part de responsabilité. Ouais, et on a eu tous quelques professeurs tout au long de notre parcours qui ont pu exprimer le fait qu'on était doué pour quelque chose, on a peut-être touché un mot aux parents, mais ça se fait toujours un peu... à l'écart, c'est une petite conversation dans le couloir entre deux portes, et c'est pas quelque chose qui est vraiment pris en considération, bien analysé, et puis après échanger avec l'enfant pour comprendre. C'est sûr, tu vois, ça manque, et c'est dommage, parce que je pense qu'aujourd'hui
la responsabilité de l'école, c'est ça aussi. Ouais. C'est de s'assurer que les enfants fassent le bon choix. Ouais, mais tu t'aperçois aussi que dans les matières qui sont enseignées à l'école, on est encore beaucoup dans l'intellectuel, en fait, dans l'intellect, dans le savoir, tu vois. On est dans une espèce de transmission d'un savoir comme ça. Tu t'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de manuels. C'est les mauvais qui vont en manuel, tu vois. Ouais. Y a pas, je pense pas qu'il y ait énormément de créativité non plus. Hein, c'est pas tellement encouragé. Même si dans les programmes officiels, alors tu dois avoir 3 heures réservées à ci, 4 heures réservées à ça. Mais moi, je discutais l'autre jour avec une enseignante de primaire, et elle dit, on n'a pas le temps, on peut pas. Bon, c'est juste, alors soit c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'il y a trop d'enfants, ils n'ont pas les moyens, et que ça devient tout de suite la Java. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a un problème aussi à ce niveau-là, et puis je pense qu'il y a un problème au niveau de la société globalement aussi, de l'attention et de la valeur qu'on attribue à l'art, aux artistes, aux gens qui sont capables de créer des choses. Alors, si tu es créatif et que tu utilises cette créativité pour améliorer la productivité, pour rendre les gens plus efficaces ou des choses comme ça, là, oui, c'est valorisé. Mais l'art pour l'art, non. Et moi, il y a un truc qui m'énerve un peu en ce moment, c'est qu'on parle de l'utilité sociale de l'artiste. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, tu vois, parce que je me dis, mais l'artiste, est-ce qu'il faut qu'il ait une utilité sociale ? Est-ce qu'il ne peut pas juste créer ce qu'il a envie de créer ? Et tu vois, il y aurait quand même quelque chose à réfléchir là-dessus, parce qu'en fait, on est dans une société où tout doit être utile. Il n'y a plus de... Il n'y a plus la beauté du geste, il n'y a plus la gratuité, donc il faudrait supprimer la poésie, il faudrait supprimer l'art pour l'art, parce que c'est pas utile en fin de compte tout ça. Tout à fait. Mais c'est quand même des dimensions qui nous relient à notre spiritualité, qui nous relient entre humains aussi, et faire l'impasse là-dessus, je crois que ça peut être carrément dangereux. Parce que on coupe, et on voit à quel point, dans tous nos témoignages, le fait de se couper de sa source créative, c'est une blessure, c'est quelque chose qu'on traîne toute sa vie. Donc ça existe aussi à un niveau beaucoup plus global, au niveau de la société. Et quand on ne permet pas aux gens, et tu t'aperçois que les gens qui travaillent, par exemple, qui ont des horaires vraiment très, très importants, qui doivent donner toute leur énergie au travail, il n'y a plus beaucoup de place pour les activités à côté, en fin de compte. Non. Et ça, c'est dommageable aussi. C'est dommageable aussi parce que c'est des choses qu'on ne peut pas cultiver. On ne peut pas cultiver son goût pour la musique, on ne peut pas cultiver son goût pour la peinture ou pour faire de la céramique, de la poterie. Enfin, Or, c'est des dimensions de nous qui sont très importantes et qui, je pense, nous équilibrent. Et si on est tourné que vers la productivité, l'efficacité, le travail, au bout d'un moment, on est dans une société de burn-out généralisé, en fin de compte. Exactement. Alors, Sabina, est-ce que tu as fait des choses intéressantes ces derniers jours ? Tous les jours. Oui, dernièrement, je suis allée voir une exposition au musée des Beaux-Arts de Pont-Aven. C'est une exposition de Anna Bock, qui est une néo-impressionniste. Elle était aussi collectionneuse, mélomane, mécène, voyageuse. Et c'était une femme qui est née à la fin du 19e siècle. Donc elle a vécu à peu près à la même période que Van Gogh, voilà, et elle venait d'une famille relativement aisée. Son père était céramiste, donc apparemment les céramiques Bock sont très connues en Belgique, et donc une famille très aisée. Ce qui lui a permis de faire un peu le parcours qu'elle a décidé. Donc, pas de vocation. Elle n'a pas eu de vocation contrariée, justement. Tiens, c'est intéressant. Et donc, c'était une femme qui était... qui a pu suivre des cours d'art. Et je pense que c'est une des seules femmes qui, à l'époque, a été acceptée dans le milieu artistique. Donc, elle pouvait fréquenter les autres artistes, qui étaient des hommes principalement. Et donc, elle a beaucoup voyagé. Elle s'est même acheté une voiture et voyagé avec son frère. Et elle a beaucoup peint. Elle a beaucoup côtoyé des peintres en Belgique, évidemment, mais aussi en France.
Et elle a beaucoup voyagé en Bretagne, notamment. D'accord. Donc, une partie des peintures qui étaient exposées, c'était des peintures qu'elle avait faites ici, en Bretagne. Donc, beaucoup de paysages côtiers. Il y avait aussi des peintures d'intérieur, il y avait aussi des natures mortes. Elle sait même, au niveau de son style, c'est, on va dire, impressionniste. Elle a essayé d'évoluer un peu au-delà, mais je j'ai pas trouvé extraordinaire. C'est pas une peinture qui m'a touchée. Voilà, on sentait bien son amour pour la nature, notamment les paysages. Je pense qu'elle peignait également en plein air. Donc, elle essayait de saisir les couleurs, la luminosité qu'on ressent quand on est à l'extérieur. Elle avait peut-être le don pour ça, mais ses peintures, je ne les ai pas trouvées particulièrement touchantes. Et D'accord. ce qui était intéressant, c'est que dans l'expo, il y avait également, je crois, une peinture de Van Gogh qui est exposée, qui est un portrait. Je crois que c'était le portrait du frère de Anna Bock, Eugène Bock. Et quand tu arrives devant la peinture de Van Gogh, c'est juste choquant, quoi. Tu te rends compte de la différence entre les deux. C'est juste un petit portrait, hein. C'est pas une des grandes peintures de Van Gogh, mais tu te rends compte à quel point les peintures de Van Gogh ont quelque chose. Elles dégagent une énergie, une ténacité, quelque chose de... Une présence très forte. Une présence très forte. Et donc, voilà, avec les peintures de Anna Bock, j'ai pas ressenti ça, mais je pense que ça vaut quand même la peine de voir l'exposition. Et pendant cette exposition qui va aller du 3 février au 26 mai 2024, il y a également l'exposition de Henri Rivière, qui est un graveur japonisant. Qui est assez connu en Bretagne quand même. Ouais. Oui, il est assez connu. Donc si on aime ce style, ça vaut la peine d'aller voir. C'est vrai qu'il a des belles œuvres. C'est une petite expo, mais c'est très sympa. Donc voilà, j'ai aimé cette exposition, surtout pour le fait que c'était une femme et qu'on a vraiment mis en avant le fait qu'elle était libre. Elle était libre de sa vie. Et en plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour les autres artistes. Donc pendant sa vie, elle a acheté des tableaux d'autres artistes, notamment Van Gogh. D'ailleurs, je crois que elle a acheté le tableau de Van Gogh qui s'appelle Les Vignes Rouges. Oui, seul qui a été vendu, je crois. Ouais, et c'est de son vivant. De son vivant. Voilà, de son vivant, c'est la seule œuvre qui a été achetée officiellement. Parce qu'on dit que pendant sa vie, il a probablement vendu des tableaux, mais c'était... Pour acheter de quoi manger, voilà, pour en troc, c'était un peu dans l'anonymat. Mais ouais. Là, cette peinture-là, elle était achetée lorsqu'il y a eu le 20e Salon des Arts à Bruxelles. Et elle a voulu soutenir Van Gogh, peut-être aussi parce qu'il était ami avec son frère, donc elle lui a acheté cette œuvre. Et puis après, elle a acheté aussi, je crois, des œuvres de Gauguin. Et avant de mourir, elle a fait un testament et elle a fait don d'une partie de ses œuvres au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Et en même temps, elle a aussi voulu donner une partie de son argent à des artistes qu'elle côtoyait qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour les aider dans leur retraite. D'accord. Donc j'ai trouvé... côté mécénat, ça, voilà, ouais. Pour ça, c'était touchant. Voilà, c'est une femme qui était très aisée, mais qui aussi partageait, elle a soutenu comme elle a pu les artistes autour d'elle de l'époque. Ouais. Par rapport à ce que tu me dis, moi j'ai l'impression que c'était une femme qui avait... Son but, c'était vraiment d'exercer sa liberté, en fait. C'était pas la peinture, sa raison de vivre, contrairement à Van Gogh, tu vois. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a moins de force. C'est parce qu'en fait, son énergie, elle l'a peut-être dispersée entre la peinture, les voyages, oui, tout à fait. Le fait d'aider les autres et tout ça. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est aussi... la peinture, ça, si tu veux vraiment mettre tout ton cœur dedans, bah, il faut vraiment avoir ça comme priorité. Mais c'est ça, non mais c'est ça. Et là, tu vois que tu sens que c'est une femme qui avait envie d'exercer sa liberté à une époque où les femmes n'étaient pas si libres que ça, en fin de compte. Et ouais, c'est super intéressant. Comme vraiment exceptionnel. Ouais, c'est chouette. Voilà. Et toi,
Eh ben écoute, moi cette semaine, la semaine passée, ça a été assez intense parce que je vendais mon cours permis de jouer qui va commencer lundi prochain, le 19 février donc. Donc il est encore temps de s'inscrire si on a envie. Super. Et voilà, donc je suis ravie, j'ai une dizaine de personnes qui se sont inscrites et je pense qu'on va passer un beau moment ensemble parce qu'il y aura la partie cours bien évidemment, travail sur la peinture et tout ça, mais il y aura aussi des réunions hebdomadaires et j'ai prévu des petits jeux, j'ai prévu voilà, de vraiment aller dans ce thème de jouer, y compris dans nos réunions. Donc on va voir si ça prend ou pas. Et puis j'ai découvert un lieu aussi à Morlaix qui s'appelle La Virgule, et qui est un lieu, je crois, géré par la ville, mais j'en suis pas sûre. C'est un lieu un peu hybride, en fait. Alors, tu peux... Il y a des écrans et des casques, et donc tu peux te brancher pour avoir une espèce d'exposition virtuelle. Il y a un petit espace café où tu peux te poser aussi pour boire quelque chose. Et puis, il y a 2 étages qui sont en fait organisés autour d'un patio central. Et là, c'est super pour les jeunes parce qu'il y a des endroits où tu peux t'installer pour travailler, pour étudier. Il y a des livres en accès libre, donc tu peux te mettre dans des gros coussins et puis feuilleter les bouquins. Tu peux retrouver tes copains pour discuter et tout. Il y a une ambiance lumineuse et calme, très propice aussi, tu vois, à la réflexion, à la création. Moi, je me suis installée dans le petit café et puis j'ai sorti mon petit carnet, j'ai pris quelques notes et tout. C'était très sympa. Et je me suis dit que ça, c'est un lieu comme ça dans une ville, c'est vachement bien aussi pour les jeunes, quoi. Tu vois, quand il fait pas beau, t'es pas obligé de traîner dans la rue au café. Tu peux aller te retrouver là. Ouais. Tu peux te retrouver là pour travailler à plusieurs aussi. Donc c'est entièrement gratuit. Ouais, c'est entièrement gratuit. Ouais, c'est très agréable. Ouais. Et il faudrait plus de lieux comme ça, en fait. Il faudrait plus de lieux c'est vrai, parce que même ici, quand je pense à Douarnenez, il y a beaucoup de briques bistrot. Oui. Je sais pas combien il y en a, mais on n'a pas forcément envie de se rencontrer dans un bistrot. Il y a la médiathèque qui est un lieu superbe, mais c'est pas l'endroit où on peut échanger, discuter. Pas trop, non, parce que tu dois être silencieux. Sont là pour la lecture. Donc oui, ici, il n'existe pas, mais ça serait bien d'avoir... un lieu qui est un petit peu tourné comme ça vers la culture, hein, qui cherche à t'intéresser, en fait, mais en douceur. Et il y a une expo photo aussi. Il y a des expos qui tournent. Il y a un petit espace. Et là, il y avait une expo photo. Voilà, donc il y a plusieurs petits lieux comme ça rassemblés à un même endroit. Et alors je sais pas ce que c'était ce bâtiment avant, mais il y a une espèce d'avancée en fait au niveau du 2e étage. Et ils ont transformé ça en petit jardin d'hiver. Donc tu as un petit transat avec des petites plantes dans des pots et tout. Donc voilà, il y a un côté poétique aussi dans cet espace. Et c'est vrai que c'est une très belle initiative. Je sais pas qui a lancé ça, mais je trouve que c'est vraiment très bien. Et c'est vrai que ça manque de lieux comme ça, qui soient ouverts, qui accueillent les jeunes, les vieux, qui soient des endroits où on peut venir discuter, travailler, se retrouver. Bon, évidemment, il ne faut pas faire le bazar parce qu'il y a des gens qui travaillent. Donc, si le volume sonore monte trop, on demande de baisser un peu. Mais il y avait des jeunes qui étaient là, qui discutaient gentiment et puis tout se passait bien, quoi. Et je pense que c'est vraiment bien d'avoir ce genre de choses. Bon, évidemment... il faut des financements, il faut une volonté politique, il faut tout ça. Et quelquefois, il n'y en a pas. On préfère faire des ronds-points. Ou alors, il faut aller à Morlaix. Voilà, il faut aller à Morlaix. Bon, on va s'arrêter là, je crois, pour cet épisode, Sabina. On va remercier encore Céline, Claire, Brigitte et Marie-Luce qui nous ont envoyé leurs témoignages. Et puis Yasmine et Françoise qui nous ont donné des pistes. Voilà. Et donc, merci à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent régulièrement, qui nous envoient des messages, qui nous encouragent. Ça fait toujours plaisir. Hein. Toujours. C'est vrai que le fait d'avoir mis le podcast sur la chaîne YouTube aussi, ça a permis l'expression de pas mal de commentaires, on a eu pas mal de retours. Oui, on a pu échanger, c'était très sympa. Et c'est vrai que ça nous a donné un petit coup de boost aussi, parce qu'on se disait, on n'avait pas trop de retours, on ne savait pas trop. Ouais. Et c'est important de savoir qu'on ne parle pas dans le vide. Donc merci à tout le monde, merci à toi Sabina. Merci Gwenaëlle, et puis bon cours. Merci, et puis on se retrouve dans une quinzaine de jours. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.